de la quatrième révolution industrielle. Donc, c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que, comme souvent, les économies, les hommes, les entreprises profitent des difficultés pour les transformer en force et profitent d'un cataclysme pour ressurgir, rejaillir et donc être solidifié suite à cet événement. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité. Et donc, vous avez d'ores et déjà identifié chacun à votre niveau que vous avez connu des transformations ces derniers mois, ces derniers temps, suite aux difficultés liées au Covid. Et donc, c'est contre nature, mais c'est contre-intuitif. C'est pas contre nature, mais c'est contre-intuitif. Mais c'est réalité. Donc, je vais faire un petit peu d'histoire. Vous avez tous reçu l'invitation qui vous a donné envie de cliquer. On l'a un petit peu changé. Et on revient en arrière en 1765, première révolution industrielle, la production mécanisée. D'où vient cette révolution? Elle fait suite à un siècle précédent, une épidémie qui a ravagé l'Europe et plusieurs parties du monde, et donc qui a tué des dizaines de millions de personnes, ce qui, pour l'époque, est une catastrophe planétaire. Et donc, ces épidémies qui ont décimé parfois la moitié de la population a causé des graves problèmes au niveau local parce qu'on s'est retrouvé sans main-d'œuvre pour les travaux des champs, pour cueillir, pour l'agriculture et pour confectionner les vêtements et la nourriture. Donc, c'est à cause bien sûr, mais grâce à ce manque de main-d'œuvre, à cette population qui avait été réduite fortement, qu'on a été contraint et obligé de mécaniser et qui ont favorisé les inventions et entre autres la machine à vapeur. Donc déjà en 1765, c'est cette crise, une épidémie qui ressemble beaucoup à celle que vous avez connue ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup plus violente, parce qu'aujourd'hui on parle de 5 millions de morts, mais à l'époque c'était peut-être 50 millions de morts pour une population qui était 10 fois plus petite, donc 100 fois plus de décès, qui a favorisé cette première révolution industrielle autour de 1765. Deuxième révolution, la révolution qu'on peut appeler 2.0, c'est la production de masse, donc 1870, et donc on a aussi en tête que 1870 c'était aussi une guerre violente entre la France et l'Allemagne. 1969, c'est après la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même la suite de cette Deuxième Guerre mondiale qui a permis la production automatisée, l'utilisation plus fréquente des robots, l'électronique, l'informatique et la productivité qu'on connaît aujourd'hui, qui a entraîné entre autres du chômage, parce qu'effectivement, certains estiment que c'est à cause de cette automatisation qu'on a connue par la suite du chômage. Bon, évidemment, les avis sont divergents. Et enfin, on arrive aujourd'hui à une nouvelle révolution. Donc, pourquoi? Parce que l'impossibilité pour chacun de se déplacer, l'interdiction de se déplacer, et puis les habitudes qu'on a eues ces 2 dernières années de gains de productivité, de gains de temps pour signer des contrats à distance, pour convaincre des prospects, des clients de choisir les produits, les recrutements qui sont à distance, les réunions, le travail en équipe, et des milliards d'individus qui profitent davantage de temps passé avec leur famille, moins de perte de temps dans les transports, de passer plus de temps dans des jardins au bord de la mer, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on est au début d'une 4e révolution industrielle qui est
très proche de la précédente parce que si on prend 1969, ça fait seulement 53 ans, alors qu'auparavant, c'était tous les 100 ans. Mais on pense que cette révolution va être comme très, très transformante. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on utilisait du télétravail, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, le big data, les systèmes de cyberphysique, mais ça s'amplifie. Et donc, tous ces mots qui, jusqu'à récemment, pouvaient paraître barbares à la majorité d'entre nous, ou même ceux qui étaient très, très opérationnel sur ces technologies, sur ces pratiques, n'arrivaient pas à trouver preneur et c'était des activités balbutiantes. Et donc, aujourd'hui, c'est des milliards, bientôt des centaines de milliards d'objets connectés. C'est de l'intelligence artificielle. Alors, parfois, c'est simplement des algorithmes qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est un grand mot de parler d'intelligence artificielle, mais ça révolutionne les entreprises et beaucoup, beaucoup d'activités. Le cloud, ça permet évidemment de travailler en commun, de travailler à distance, de partager les informations, de sécuriser les data. Alors évidemment, qui dit sécurité dit cyberattaque également. Donc, ça veut dire aussi plus de risques. Le big data, c'est la capacité d'exploiter les informations multiples disponibles ou collectables. Alors pour l'instant, c'est surtout du big, c'est plus big, mais qui ne sont pas toujours utilisés parce que c'est bien gentil, c'est bien joli de stocker des informations, mais ce n'est pas toujours évident de les utiliser. C'est pour ceux qui ont observé, qui ont connu, qui testé Einstein, le logiciel de Salesforce, c'est vrai que c'est impressionnant. Quand vous êtes une société du CAC 40 ou Dow Jones, vous avez donc des centaines de milliards d'informations et lui, le logiciel, en quelques instants, quelques minutes, il est capable d'identifier les profils utilisateurs et clients et consommateurs issus des milliards de données et donc de faire des recommandations en disant eh bien, je recommande pour les femmes de 25 à 35 ans de Berlin de faire moins 28% quand elles vont acheter ce parfum avec cette crème, alors qu'à l'inverse, il faut augmenter le prix de 8% pour le magasin de Madrid parce qu'on a observé que même si on augmentait les tarifs pour ces clients, eh bien, il n'y aurait pas de baisse de consommation. Donc, c'est assez impressionnant, mais c'est assez rare. Excusez-moi, à quel moment on peut intervenir? Juste pour savoir. Alors, normalement, c'est à la fin. Donc à la fin, d'accord, je vous laisse parler. Donc, prenez chacun vos… Lionel, vous pouvez entre-temps poser la question dans la messagerie, comme ça on répondra aux questions par la suite. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue au nouveau… C'est pas une question, c'est qu'en fait… Oui, allez-y. Il a coupé son micro, Patrice Humine, et je vais lui demander de Allez-y, Lionel. Oui. Lionel? Oui. Ouais. Oui. Je voulais pas vous interrompre. C'est juste que j'ai une autre lecture que vous. Et je voulais la partager. Oui, alors tout à fait, elle sera la bienvenue dans quelques instants. Ça arrive. Okay. Donc, pourquoi cette intervention ce matin? C'est parce que bien sûr qu'on a vécu des moments difficiles ces 2 dernières années, mais on voit que du côté positif, eh bien, on est face à un plein emploi. Donc, contrairement aux idées reçues, on est aujourd'hui avec des gains de productivité, mais aussi avec du plein emploi. Donc, c'est très positif. Alors, évidemment, on manque de matières premières, on a des prix qui augmentent, on a des risques d'instabilité, mais pour l'instant, on reste avec des taux d'intérêt faibles, on reste avec une croissance de PIB forte et on bénéficie de services liés à toutes ces nouvelles technologies de l'information qui explosent avec des outils, des technologies qu'on utilise depuis quelques années, mais qui aujourd'hui deviennent encore plus efficaces et qui profitent aux entreprises, aux entrepreneurs. Et ce que j'observe aujourd'hui au quotidien dans les valorisations des entreprises, c'est que les valorisations des entreprises sont plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été. Beaucoup de sociétés valorisent aujourd'hui 10 fois leur rentabilité.
alors qu'il y a 10 ans et les décennies précédentes, on était plus autour de 5 à 6 fois la rentabilité. Donc, toute chose égale par ailleurs, quelque chose qui valait 5 aujourd'hui vaut 10, quelque chose qui valait 4 fois la rentabilité vaut aujourd'hui 8, et ceux qui valaient déjà 10, ils valent aujourd'hui plutôt 20. Et on voit les augmentations de capital, les valorisations, les LBO, les cessions d'entreprise, les fusions, les opérations corporate qui se multiplient avec en plus des valorisations très élevées. Donc, on se dit qu'on ne peut pas monter les arbres ne montent pas au ciel, et pourtant, on voit que ça continue d'augmenter. On a de plus en plus d'opérations capitalistiques. L'avantage de l'opération capitalistique, c'est que ça permet de figer, alors évidemment les marchés boursiers également, mais ça permet de constater la valeur créée. Et cette valeur, les entrepreneurs observent qu'elle est élevée. On peut aussi se dire que c'est aussi la veille des bulles, des explosions de bulles, qu'on observe des augmentations. Mais ça fait des années que ça augmente de façon tranquille, alors que généralement les bulles suivent une augmentation violente. Je vous laisse intervenir, Lionel, pour écouter votre point de vue. Hop, unmute. Je suis d'accord avec le déroulement. C'est simplement que, en ce qui me concerne, hein, je trouve qu'on est, en fait, je pense qu'on est en fait à la 5e révolution. La 4e, c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous appelez Internet des objets, l'intelligence artificielle qui n'est pas vraiment artificielle, mais qui est analytique, le cloud, le big data, tout ça, c'est des mots, mais en fait, ça correspond en fait à un progrès, enfin d'abord, à une réduction drastique des coûts de stockage, et parce qu'on arrivait à faire des disques durs d'énormes capacités qui se multiplient tous les jours à des prix très bas, et à des systèmes de calcul qui sont de plus en plus évolués. Voilà. Donc, alors, concrètement, pour moi, ça date d'il y a 20 ans. Je veux dire, moi, j'ai découvert l'Internet et le télétravail, le travail en remote, en 1995. Et ce qu'on appelle un digital nomade, ça date des années 2000. Donc, alors, moi, je ne dis pas qu'on a inventé des technologies récemment. Je dis qu'on appelle ça la 4e révolution industrielle, parce que c'est un phénomène de masse qui touche tout le monde. Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit il y a 10 minutes, c'est que ça fait des années que certains sont dedans. Moi, effectivement, il y a la plupart des technologies, des services qu'on utilise aujourd'hui, je les avais déjà étudiés au siècle dernier. Or, on en parlait, il y avait quelques milliers ou quelques millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que c'est pour tout le monde et que ça révolutionne vraiment tous les pays, chaque utilisateur. Voilà. Et le Covid a accéléré ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas en ce qui me concerne, je pense qu'on est aujourd'hui dans la 5e révolution industrielle, pas la 4e. La 4e, elle était il y a 20 ans. Ouais, maintenant, une adoption de masse, c'est une génération. Et c'est exactement ce qui va se passer, pour les 20 ans à venir, quoi. Voilà, donc pour moi, on est dans le 5e. Bon, c'était juste un point de vue. Hein. Ok, merci en tout cas pour ce point de vue. Parce que pourquoi j'ai proposé cette thématique ce matin, c'est parce que on peut craindre le pire, bien sûr. On peut se dire que le Covid va rester, et c'est vrai qu'il va rester. Il va rester, mais on sera plus obligé de porter autant de masques. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut devenir une simple grippe habituelle. On peut craindre le pire. On peut se dire que ces nouvelles technologies vont faire des gains de productivité qui font qu'on n'aura plus besoin d'humains, on va utiliser des robots pour remplacer les hommes, on va peut-être craindre le pire pour les cyberattaques parce que nos data, nos données sont partagées par tout le monde et le cloud fait que il y a encore récemment 500 millions de coordonnées personnelles qui ont été diffusées par un réseau social, je ne sais plus lequel. Donc, oui, les difficultés, les risques sont très nombreux, mais on observe ce qui surprend d'ailleurs beaucoup de gens, c'est la pénurie de main-d'œuvre, alors que probablement qu'on aurait dû faire de plus en plus de gains de productivité, et pourtant aujourd'hui, on se rapproche partout dans le monde, dans beaucoup de pays dans le monde, du plein emploi. Et donc, c'est pour chacun l'utilisation de beaucoup de technologies. Alors, je n'ai pas parlé des crypto-monnaies, des NFT, qui aussi se développent très rapidement. Qu'est-ce que ça va devenir? En quoi ça va influencer sur chacun? Bon, ça a d'ores et déjà une influence. À quel point c'est un feu de paille ou au contraire
une vague très, très forte et solide, je ne sais pas le dire. Il y a tellement de possibilités actuellement, il y a tellement de choses qui sont bouleversées, sur lesquelles chacun travaille et a accès aujourd'hui, que on est la quatrième ou la cinquième, mais je pense que quand on appelle la révolution, c'est une grosse révolution. Il y a bien sûr qu'on pourrait aussi subdiviser le Fordisme, on pourrait dire que c'est une révolution. Le Fordisme, on ne l'a pas considéré historiquement comme une révolution, alors même que on a quand même, ça faisait partie donc de la deuxième révolution, même si ça arrivait 50 ans après le début de cette révolution. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions sur encore une fois, oui. Je vais intervenir. Je ne suis pas d'accord avec vous concernant la notion de l'emploi. C'est pas qu'on est en plein emploi, c'est que la notion de l'emploi a changé. Si vous parlez à un jeune Z d'aujourd'hui, il est indépendant. Il va travailler, s'il n'a aucune qualification, il va travailler pour un Deliveroo ou autre. Donc, du coup, il n'est pas dans la notion d'emploi traditionnel, employé, salarié. Ça date de la deuxième révolution industrielle, d'après votre tableau. Et donc, la Gen Z, c'est la génération de demain. Hein, okay, c'est ceux qui ont 40 ans dans 20 ans, donc qui vont utiliser les technologies qui sont en train de naître aujourd'hui. Et quant aux autres, quand ils ont des qualifications, eh ben, ils sont freelancers. Donc, du coup, ils ne sont pas salariés non plus. C'est la notion d'emploi qui change. C'est un mouvement culturel, voilà, qui est lié à la technologie, comme d'habitude. Alors, OK. Et donc, par rapport à l'emploi, qu'il soit freelancer ou salarié, qu'est-ce que ça change? Il n'est pas salarié, juste. Il ne travaille pas pour une société. Il travaille pour lui. Mais, OK, mais qu'est-ce que ça change par rapport à l'emploi? Parce que donc, vous voulez dire que quand il va être sans activité, il ne va pas être comptabilisé comme un sans emploi, ça voulait dire? Exactement. C'est la notion d'employé. Employé, quand on voit votre tableau, production mécanique, ce que vous appelez première révolution et deuxième révolution, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui étaient dans les campagnes, qui sont devenus salariés d'usines. Et donc qui étaient payés par une société. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que ça devient, en tout cas en Occident, c'est en train de disparaître. Dans tous les pays démocratiques, on va dire, ou pseudo-démocratiques. Parce que cette génération-là, c'est-à-dire les travailleurs de demain, ne veulent plus en entendre parler. Ça date du passé. En fait, c'est une disruption du capitalisme, parce que le capitalisme est une notion qui a un peu plus de 100 ans. C'est ça. Donc, vous voulez dire qu'en fait, parmi ces auto-entrepreneurs et ces indépendants, il y a beaucoup de personnes qui mériteraient d'être ajoutées aux statistiques de chômeurs? Non, ils sont ni chômeurs ni salariés. Ils sont leur propre patron et leur propre employé. Mais ils ne rentreront jamais dans le cadre traditionnel, c'est-à-dire la lecture des chiffres tels qu'on l'a aujourd'hui. C'est que quand on est employé, on est salarié. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire un auto-entrepreneur, il n'est pas salarié. Un freelancer n'est pas salarié. L'idée de dire qu'aujourd'hui, on se rapproche du plein emploi, c'est de dire qu'il y a quand même une augmentation. D'ailleurs, dans les statistiques, on le voit. Alors, il y a certes une très forte explosion du nombre d'auto-entrepreneurs et d'indépendants, mais qui reste quand même bien plus faible en Europe qu'aux États-Unis. Mais même aux États-Unis, c'est révolutionnaire dans certaines activités technologiques, mais pas. C'est pas encore la majorité des salariés qui sont devenus indépendants. Ça reste encore, j'ai pas les statistiques, mais je crois que c'est autour de 20%. 20%. Vous voyez qu'aux États-Unis, toutes les sociétés, et c'est pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, les États-Unis ont un peu d'avance comme d'habitude, mais c'est pas qu'aux États-Unis, c'est qu'en fait, les sociétés n'arrivent pas à recruter, quel que soit le type de job, que ce soit des jobs qualifiés ou des jobs d'entrée de gamme, difficile de recruter. Et je peux vous le dire parce que la semaine dernière, j'étais à Paris, j'ai rencontré des belles boîtes. Et c'était leur problème numéro 1. On est d'accord, il y a des difficultés de recruter, donc ça se rapproche du plein emploi. Et donc, aujourd'hui, il y a 70% des annonces d'emploi en France qui ne trouvent aucun candidat. Il y a 79% des PME en France et 73% des grosses entreprises qui ont des difficultés à recruter. Donc, on est d'accord sur les difficultés de recruter. Donc, il y a aujourd'hui en France environ 10% d'auto-entrepreneurs et d'indépendants et de micro-entreprises. Donc, ce n'est pas encore majoritaire, c'est 20% aux États-Unis. Et donc, face à ces 10% en France,
il y a quand même, et puis dans beaucoup d'autres pays dans le monde, il y a des graves difficultés à recruter, il y a des graves problèmes aussi de formation, il y a des graves problèmes d'adaptation, d'adéquation des formations avec les besoins des entreprises et des consommateurs. Donc, il y a évidemment beaucoup de tensions à tous les niveaux. Donc, c'est plutôt positif pour plein de choses. Ça crée de la formation. Ça va malheureusement créer aussi de l'inflation, des augmentations progressives des salaires qui va embarquer. D'abord, les prix des matières premières ont augmenté, puis maintenant, les salaires. Et donc, ça va faire le cercle vertueux de l'inflation ou vicieux de l'inflation. Tout dépend de la quantité d'inflation qui va nous tomber dessus. Si ça va rester raisonnable autour de 2-3%, ça peut être très positif. Si ça monte à 5-10%, ce qu'on ne peut pas maîtriser, ça risque d'être violent. Et il y a déjà des pays dans le monde où c'est beaucoup plus une croissance beaucoup plus forte.